Salut, c'est Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce que vous ressentez sans doute de l'insécurité linguistique sans le savoir, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu. Aujourd'hui, on accueille une fois de plus notre amie linguiste, Caroline Doyon, Oui. qui est de retour pour nous parler d'insécurité linguistique, mais cette fois-ci du point de vue de la variation sociale. Bonjour, Caro. Bonjour. Allô. Oui, donc, pour faire un petit rappel, l'insécurité linguistique, donc, c'est associé à une peur de ne pas parler sa langue selon une certaine norme. Tout à fait. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, les filles, je commencerai encore par une question pour vous. OK. Alors, selon vous, qui a le plus de chances de vivre de l'insécurité linguistique entre une caissière dans un dépanneur, une travailleuse sociale et une sous-ministre? Aucune idée, honnêtement. Non, moi non plus. Je sais pas. C'est sûr qu'il y a de nombreux facteurs sociaux qui vont influencer l'insécurité linguistique. Mais si on s'intéresse à l'impact de la classe sociale, il y aurait de bonnes chances que la personne qui en ressente le plus soit la travailleuse sociale. OK. OK. Ouais, en fait, dans les années 60, le grand pionnier de la sociolinguistique, William Labov, a étudié l'insécurité linguistique dans les différentes classes sociales, OK. qu'il désigne comme classe ouvrière, classe moyenne, classe supérieure. Et il a observé que l'insécurité linguistique touchait davantage la classe moyenne que les autres classes sociales. OK. OK. Donc, l'insécurité toucherait davantage les gens qui sont au milieu de la hiérarchie sociale. C'est intéressant. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ouais, ben en gros, la population de la classe moyenne ressent davantage la pression de se conformer au modèle social le plus prestigieux pour monter dans la hiérarchie sociale Intéressant. et se distinguer de la classe ouvrière. Les gens de la classe moyenne vont souvent vivre de l'insécurité linguistique, entre autres parce qu'ils craignent de pas suffisamment bien maîtriser le code linguistique de la classe supérieure. OK. Donc, une travailleuse sociale qui fait partie de la classe moyenne devrait en ressentir davantage qu'une personne qui occupe une position forte dans l'échelle sociale comme une sous-ministre, qui se sent probablement plus confiante ou légitime par rapport à sa façon de parler et qui ressent donc davantage de sécurité linguistique. Ah. OK. Mais là, est-ce que vraiment, selon Labov, les gens de la classe ouvrière ressentent pas d'insécurité linguistique? Mais ils peuvent en ressentir, bien sûr, là, mais normalement moins que la classe moyenne. OK. Les membres de la classe ouvrière étant plus éloignés hiérarchiquement des classes dominantes ressentent généralement une moins grande pression à s'adapter aux normes prestigieuses des classes dites supérieures. OK. Mais encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et ça dépend aussi des aspirations de chacun. Et ça, les sociolinguistes Sarani et Gerard Van Herk l'ont bien démontré. Ils ont observé dans une étude de 2010 que les adolescents et adolescentes des communautés rurales qui aspiraient à faire des études supérieures commençaient déjà à réduire leurs traits de prononciation régionaux au cours de l'adolescence, ce qui n'est pas le cas de leurs pairs qui ne souhaitaient pas poursuivre à l'université. OK, intéressant. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nos aspirations, ce qu'on souhaite devenir comme personne, finalement, ça représente un facteur important. Là. Ben oui. Puis c'est intéressant, mais si l'insécurité linguistique, donc là, comme tu le dis, est associée à un désir d'ascension sociale, est-ce qu'on pourrait en déduire que les femmes ont tendance à en ressentir davantage parce qu'elles sont malheureusement, là, encore aujourd'hui, généralement en dessous des hommes dans la hiérarchie sociale? Oui, c'est vrai, et c'est plutôt bien documenté dans la recherche. Comme tu l'as dit, le langage, c'est un moteur d'ascension sociale que les femmes ont appris à utiliser, entre autres, dans la sphère professionnelle. Un peu comme la population de la classe moyenne qui aspire à monter dans la hiérarchie. Ouais. OK. La société s'attend aussi des femmes à ce qu'elles se conforment davantage aux normes linguistiques et sociales, ce qui amène plus d'insécurité par rapport à l'idée de faire des fautes, par exemple. Il faut pas oublier que malgré les avancées, on a encore l'image des femmes qu'elles sont responsables de l'éducation des jeunes, ce qui fait d'elles des modèles langagiers. C'est vrai. C'est vrai. Mais parlant d'éducation, en écoutant ça, il me semble que notre système d'éducation, justement, a un rôle à jouer dans l'insécurité linguistique, non? Ouais, absolument. Ben, d'ailleurs, si vous le voulez bien, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Bien sûr. Donc, un jour à l'école, mon enseignante de première année nous enseignait qu'il était préférable de dire « aller au cabinet » au lieu d'aller aux toilettes. OK. Parce que c'était le meilleur mot à utiliser.
On sait qu'à cet âge, on est en admiration devant nos enseignantes qui possèdent à nos yeux le savoir absolu. C'est vrai. Donc, en arrivant à la maison, voulant impressionner mes parents avec mes connaissances savantes d'enfants de première année, Ben oui. je leur ai dit que dorénavant, il fallait plus dire aller à la toilette, mais plutôt aller au cabinet. Wow. Évidemment, ma bonne résolution n'a pas duré longtemps quand je me suis rendu compte que personne utilisait aller au cabinet. Et ça m'a valu dans ma famille le surnom de l'Office de la langue française. Oh, t'étais une petite police de la langue à 6 ans. Oui, une amoureuse de la norme à l'époque. Mais j'avais un problème. Je me souviens que j'étais mal à l'aise de dire le mot cabinet parce que ça faisait clairement pas partie du vocabulaire qu'on utilisait à la maison Ben oui. ou dans mon entourage. Mais d'un autre côté, quand j'utilisais le mot toilette, je ressentais aussi un malaise, une certaine culpabilité, à l'idée de pas utiliser le mot considéré comme plus adéquat. Ouais. Je ressentais donc une certaine forme d'insécurité linguistique. Hey, c'est un super exemple, ça, de l'insécurité linguistique, à être pris en deux formes, être ni à l'aise avec cabinet, ni avec toilette. Je trouve que c'est tellement un bon exemple de ce qu'on peut parfois ressentir comme adulte. Ouais. Mais donc, notre système d'éducation peut générer de l'insécurité linguistique. Oui, et c'est la même chose quand on éduque nos enfants et qu'on leur dit tu dois pas dire tel mot ou utiliser telle structure. On valorise certaines formes et on en condamne d'autres. Mais je veux juste être claire, là, c'est évidemment tout à fait normal que les parents et l'école enseignent la norme. Ben oui. Il faudrait juste élargir l'enseignement du français dans nos écoles pour amener nos élèves à comprendre la notion de variation linguistique. OK. Très bonne idée. Mais là, Caro, comment on peut faire ça concrètement en classe? OK, ben prenons l'exemple d'un élève du primaire qui fait une présentation orale sur les éléphants. Oh, c'est un bon sujet. Les éléphants. C'est cute. Pour attirer l'attention de ses collègues de classe, ce qui est une très bonne idée, l'élève leur pose une question. Il leur pose donc la question suivante. Les éléphants, ils ont-tu beaucoup de bébés selon vous? OK. L'élève a donc utilisé ici la particule interrogative tu pour poser la question ils ont-tu. Alors là, comme enseignante, si on souhaite aborder cette notion de syntaxe, on a deux choix. Soit on dit à l'élève que c'est une faute et qu'il doit dire « Est-ce que les éléphants ont beaucoup de bébés selon vous? » OK. Ou on en profite pour aborder la question des registres de langue. Voilà. On devrait donc sensibiliser les élèves au fait que des formulations interrogatives comme « ils ont-tu » sont plus propices dans un contexte familier que standard. On peut également introduire le concept de variété de langue, leur faire comprendre que la langue française varie selon la géographie et que la formulation « ils ont-tu » est typique d'ici, qu'elle a voyagé de l'Europe à l'Amérique et qu'il s'agit d'une richesse de l'employé. Oui. Hey, j'aime ça. Bonne idée. Puis, pourquoi pas en profiter pour expliquer aux élèves ce que c'est un québécisme? Enseignons-leur qu'au Québec, on a des québécismes qui sont parfois standards, comme chaudron, tuc, magasiné, et que d'autres le sont pas, mais qui sont pas à bannir dans tous les contextes. Tout à fait. On revient encore à la question des registres de langue. Puis, c'est sûr que l'utilisation en classe d'outils qui mettent de l'avant la spécificité québécoise est essentielle. Je pense à la vitrine linguistique de l'EQLF et au dictionnaire Usito. Mais pour ça, il est important de s'assurer que dans leur formation universitaire, les futurs enseignants de français suivent des cours de linguistique descriptive. Tellement. C'est-à-dire axés sur la description de la langue dans tous ses registres et variétés. Oui. Et pas seulement des cours axés sur la maîtrise de la norme du français. Oui, mais merci, tout à fait. Merci beaucoup, Caro, pour cette super capsule, encore une fois. Notre auditoire est pas mal chanceux. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer nos prochaines capsules. Merci.